Yorana, c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous sommes partis nous aventurer à la frontière entre le réel et le virtuel, une frontière de plus en plus floue quant à nos identités et nos personnalités. Pour en parler et y voir un peu plus clair sur le sujet, je reçois aujourd'hui Aurélie Poisson, enseignant-chercheur en sciences humaines et sociales à l'Université catholique de l'Ouest, ICEP-UCO Pacifique. À suivre donc une conversation avec Aurélie. Aurélie Yorana. Yolana Philippe. Alors, est-ce que rapidement tu peux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Oui, je m'appelle Aurélie Poisson. Je suis enseignant-chercheur en sciences humaines et sociales à l'Université catholique de l'Ouest, ICEP-UCO Pacifique. Et je suis ravie d'être là avec toi. Écoute, merci de prendre un peu de ton temps pour nous parler d'un sujet qui est fascinant mais très complexe parce qu'il fait appel à énormément de domaines différents. Et on le voit au quotidien, hein, de plus en plus, nos vies s'organisent entre réalité physique et réalité virtuelle dans le sens large du terme. En quoi, d'après toi, nos interactions virtuelles peuvent impacter notre identité qu'on pourrait qualifier de physique? Alors, effectivement, hein, il y a plusieurs champs sur lesquels on pourrait donner des exemples. Le premier qui vient à l'esprit de tes auditeurs, sûrement, c'est celui du télétravail, hein, depuis le confinement, où Mhm. effectivement, on est rentré à marche forcée dans cette transition d'un format de réalité hybride, à la fois réel, hein, où on nous demande de venir dans les moments où la crise Covid ne sévit pas, et puis de s'ajuster avec les moyens techniques numériques Mhm. que sont le distanciel grâce aux nouvelles plateformes, hein, qui se sont popularisées comme Zoom, Teams, etc. Et ce, dans tous les domaines, hein. On le voit dans le monde de l'éducation comme dans le monde du travail. C'est une transition qui a émergé à peu près sur tous les champs de la vie individuelle, hein, de la société. C'est vrai qu'il y a maintenant rarement un seul domaine qui n'est pas impacté par une forme ou une autre de digital. Voilà, après, le problème, ça va être la maîtrise de cet usage. Là aussi, sur plusieurs plans, nous, utilisateurs, nous n'avons pas été formés, éduqués, hein, Mhm. à cette maîtrise. Et puis, finalement, la question de l'éthique, la question de cette, comment dire, euh, de cette appropriation, eh bien, si on arrive, hein, à bien comprendre comment ça marche, on va peut-être l'utiliser pour accéder à plus de liberté, à plus de confort, hein. On l'a vu avec comment dire, cette vague de, de, de citadins en France, hein, Mhm. qui travaillaient en ville dans des espaces réduits, des appartements, des studios, et qui, avec le distanciel ou avec le télétravail en, à temps partiel, peuvent se permettre d'augmenter leur qualité de vie au quotidien et de profiter de leur vie de famille et de la verdure, on va dire, et des grands Ouais, espaces. effectivement. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, c'est aussi un moyen d'asservissement et finalement, il y a une injonction à l'ubiquité qui pose souvent problème. On le voit dans le travail, eh bien, la généralisation de ces plateformes de visioconférence nous oblige, par exemple en Polynésie, bien souvent à être présent la journée au travail et puis aussi présent le soir pour les visios avec nos collaborateurs français avec qui nous menons des partenariats institutionnels ou Mhm. des partenariats économiques. Et pour les individus, eh bien, il nous faut quand même dormir, il nous faut quand même avoir des temps de repos qui correspondent voilà, comment dire, nos besoins physiques premiers. Et on voit bien qu'un phénomène d'épuisement ou un phénomène de, de difficulté à couper finalement, Mhm. à couper des réseaux, à couper des injonctions qui viennent de toutes parts, hein, 24 heures sur 24, nous mettent dans un sentiment parfois De comment dire, dépendance. d'impuissance, je dirais, hein. On Mhm. ne sait pas comment faire pour freiner la marche forcée de,
de ce qui est en train de se passer, de cette transition vers le numérique. Oui, effectivement. Alors, un autre élément qui est très important, c'est ce que on appelle aujourd'hui la e-réputation, mais qui est derrière aussi tout ce qui est gestion de notre vie privée, de notre identité, de nos données personnelles en ligne. Alors, c'est déjà un point sensible dans le monde numérique tel qu'il est, notamment à travers les réseaux sociaux, avec l'accroissement justement de cette vie virtuelle, digitale, de plus en plus présente. Est-ce qu'on doit anticiper, être de plus en plus sous surveillance de ces grandes plateformes, pour le meilleur ou pour le pire? Alors, anticiper, je pense que nous n'avons pas vraiment les moyens nécessaires à l'échelle individuelle pour pouvoir anticiper les choses. On peut voir un peu ce qui se passe dans les projets futurs des grandes entreprises ou des gouvernements. Les grandes entreprises, on voit bien que le projet de métavers où on serait dans une réalité hybride, une réalité augmentée par le numérique, par l'invasion de la 3D, est en marche. Et puis, on sait qu'on va être amené à s'adapter à cette évolution d'une réalité qui est pour l'instant binaire, Mhm. mais qui va devenir hybride. Donc, la e-réputation, eh bien, elle fera partie de notre réputation tout court. Et le problème qui se pose sociologiquement parlant, ce sont les valeurs qui sont en train de disparaître, telles que la notion de vie privée Mhm. la notion de vie privée, elle est en train de disparaître dans le sens où euh, la valeur marchande, la valeur socialisante de l'exposition de soi en se pistant soi-même finalement, en exposant des photos de là où on a mangé au quotidien, avec qui on a dîné pour un repas d'anniversaire, fait que finalement, nous produisons nous-mêmes nos données. Il n'y a pas que les grandes entreprises ou les gouvernements qui nous surveilleraient à la manière de 1984 ou du gouvernement chinois, tout simplement. Mais Mhm. nous-mêmes, nous sommes par ces valeurs qui sont mis en voilà qui sont valorisées dans la société aujourd'hui, surtout auprès des jeunes générations, et qui finalement font disparaître cette notion d'intimité, de quiétude, de liberté, de possibilité d'avoir peut-être des secrets. Tout Mhm. ça, c'est en train, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais enfin, de mon point de vue, c'est plutôt malheureux de disparaître. Ouais, Euh, finalement, on se place nous-mêmes sous surveillance sans vraiment. Alors, est-ce qu'on y consent ou pas, ou est-ce qu'on comprend le consentement qu'on donne? C'est peut-être ça le problème, quoi. C'est toujours la question du contrat social rousseauiste finalement, Mhm. c'est-à-dire que on va restreindre certaines libertés individuelles de nous-mêmes, on va se laisser dominer par un pouvoir ou donner des données personnelles à ces entreprises pour augmenter notre sentiment de confort ou de sécurité. Mhm. Donc un sentiment de sécurité, ça peut être une vidéosurveillance qui se déclenche sur votre portable si vous avez des intrusions. Un confort d'utilisation, ça peut être avec des contenus qui correspondent à vos attentes grâce à l'intelligence artificielle sur Netflix, sur Deezer. Et finalement, vous ne perdez plus votre temps à zapper comme dans les années 90 pour trouver un programme qui vous plaise, puisque c'est l'intelligence artificielle qui va faire ce travail-là à votre place. Mhm. Donc, effectivement, c'est un problème qui se pose à l'échelle individuelle. Après, à l'échelle gouvernementale, on va dire, c'est des pays comme la Chine qui sont allés le plus loin dans cette appropriation et cette instrumentalisation de ce pacte social, Ouais. puisqu'on Mhm. on en est là aujourd'hui avec le système de crédit social. Effectivement, alors tu parles justement de contrat social, et c'est vrai que finalement, ces plateformes sont une nouvelle forme d'espace plus ou moins public, ou dans laquelle on a des interactions sociales. Donc nécessairement, ça intéresse les institutions qui sont là pour réguler plus ou moins ces interactions sociales entre les membres de la communauté. Donc, tu as cité l'exemple de la Chine, mais de façon générale, comment se positionnent les différents gouvernements quant justement à la gestion de cet espace digital et son encadrement à plus ou moins long terme? Alors, effectivement, on a comment dire,
on a des pays comme la Chine, effectivement, qui font grand bruit parce que, voilà, avec nos lunettes de citoyens vivant dans des démocraties, c'est difficile de pouvoir comprendre comment un citoyen lambda en Chine puisse accepter que son quotidien soit complètement analysé au jour le jour pour le noter au jour le jour sur un bon ou un mauvais comportement. C'est-à-dire que, voilà, c'est grosso modo, le crédit social, c'est comme un permis à points et selon votre activité professionnelle, les contenus que vous mettez sur l'espace public, tout cela, et voilà, si vous payez bien vos impôts en temps et en heure, tout cela va générer un capital de points et qui va descendre ou monter selon vos actions journalières, selon vos interactions aussi. Si vous avez des amis qui ne sont pas fréquentables aux yeux du gouvernement, eh bien, vous pouvez voir vos libertés être restreintes à l'impossibilité de voyager en avion, mais aussi des problèmes avec le gouvernement. Donc, c'est voilà, la Chine fait figure de mauvais exemple dans une utilisation éthique des nouvelles technologies. En France, on a quand même un organisme indépendant qui s'appelle la CNIL. C'est voilà, la Commission des libertés individuelles. Celle-ci est comme un garde-fou sur les tendances, l'inclination qu'ont les gouvernements à vouloir utiliser la surveillance par caméra, l'intelligence artificielle, tout ce qui est traçage des bases de données. On l'a vu avec voilà, le problème des bases de données comme Tous Anti-Covid, etc. Ça crée des polémiques parce que effectivement, selon le régime où on est, on va quand même accorder plus ou moins de valeur à l'éthique et la façon dont vont être gérées ces données. Donc, chaque pays essaie de trouver sa voie selon ces normes-là, ce qui est acceptable ou pas pour la population et ce qui est faisable ou pas pour un gouvernement. Et c'est l'équilibre. S'ils se fissurent, et on l'a bien vu avec les convois de la liberté aujourd'hui au Canada ou en France, eh bien, voilà, le pacte social craquelle et peut fendre par un conflit social ouvert. Oui, effectivement. Et on a l'impression un peu des fois qu'on est pris entre deux feux, celui de la Chine avec un contrôle ultra strict et ultra, j'allais dire, présent dans tous les détails de la vie, avec le crédit social, etc., comme en Chine, et un modèle de l'autre extrême américain, où là, c'est tous les acteurs privés qui sont partout dans notre quotidien et qui nous surveillent en permanence pour leur profit personnel. Et peut-être le modèle européen qui essaye d'être une version au milieu de tout ça pour essayer de prendre le meilleur des deux. Oui, effectivement, sans chauvinisme, la voie médiane est quand même intéressante à suivre, sauf que les moyens déployés par les puissances financières telles que les États-Unis ou des puissances gouvernementales telles que la Chine ne permettent pas parfois de trouver un espace pour convaincre les autres gouvernements, les autres pays d'une voie moins efficace apparemment dans le confort d'utilisation ou dans le contrôle des populations. Donc, pour la France, ce modèle français qui se veut peut-être un peu plus à cheval sur ces valeurs-là, eh bien, c'est difficile de trouver un auditoire prêt à assumer voilà, cette posture. Oui, effectivement. Alors, et ça risque potentiellement d'amener à beaucoup de discussions, de débats dans le futur, parce que clairement, nos vies numériques vont continuer à se développer si on regarde un peu les tendances actuelles. Donc, en tant que citoyen et en tant qu'utilisateur, comment, toi comme moi et nos auditeurs, on peut s'assurer qu'on se retrouve ni dans ce nouveau Far West où tout est permis et on peut faire tout ce qu'on veut, ni dans une version ultra orwellienne d'Internet. Alors, c'est une bonne question. Je vais essayer d'être ni trop négative ni trop optimiste, mais le plus réaliste possible. L'image que je pourrais donner, c'est que voilà, on fait face à un tsunami numérique qui arrive à grands pas. On ne pourra pas dire la date exacte, mais voilà, on commence à subir certaines ondes de choc.
Néanmoins, à titre individuel, on peut quand même agir pour justement, comment dire, maîtriser du mieux possible ces outils pour en maximiser les bénéfices, hein, plutôt que subir les 4 jungles d'Internet qui sont évoquées par Serge Tisseron, hein, un psychiatre qui est spécialisé dans le numérique sur ces questions-là. Et donc, lui, il parle par exemple de 4 jungles, la jungle économique et celle des réseaux sociaux, où finalement, en paramétrant, en prenant le temps, hein, de bien paramétrer, je donne un exemple, hein, sur Facebook, votre auditoire, quand vous faites une publication, des membres de votre famille, de vos enfants, de vos opinions politiques, eh bien de restreindre le paramétrage à des amis, des vrais amis que vous connaissez bien, à qui vous faites confiance, qui ne vont pas repartager publiquement dans l'espace public certaines de vos photos ou certaines de vos opinions qui sont les vôtres, mais que vous ne souhaitiez pas partager avec le monde entier. Ça, c'est une première chose. Prendre ce temps-là. Faire face à la jungle de l'information et surtout, hein, de l'infox, bah, c'est encore une fois prendre le temps, et c'est bien ce temps-là dont on a l'impression de manquer, prendre le temps de vérifier les informations qui sont proposées. Hein. Pareil avec l'intelligence artificielle, sur votre flux, par exemple, d'informations. Je parle toujours de Facebook en Polynésie parce qu'il est très utilisé comme suite d'informations. Et le seul scandale de Cambridge Analytica dans la campagne anti-Brexit montre à quel point c'est important de développer l'esprit critique, non seulement à l'école, mais dans les familles. Donc, parler, hein, de l'information dont on se nourrit au jour après jour, eh bien, ça va nous permettre justement de pouvoir filtrer, justement ne pas avoir les filtres d'une vision du monde faussée finalement, hein, par de l'infox, par une information qui se nourrit au gré des réactions, hein, des commentaires, plutôt que de la lecture attentive et recoupée des informations. Et la dernière jungle, bien, ce serait peut-être celui de la maîtrise des contenus inappropriés. Alors là encore, hein, les jeunes sont les plus exposés à la pornographie ou aux vidéos violentes parce que souvent par confort, on va aller vers l'absence de paramétrage sur des données pour les enfants mineurs, hein, pour les mineurs. Et là aussi, ça pose problème parce que si les parents n'en ont pas avant, si les éducateurs n'en ont pas avant, eh bien, ce sont des contenus qui influencent, on le sait en sociologie, pendant cette phase de socialisation primaire et secondaire, la vision du monde, les valeurs et les croyances de la génération à venir. Donc, c'est peut-être sur cette éducation aux médias, à l'Internet, qu'il faudra peut-être mettre l'accent pour les gouvernements et pour les éducateurs que nous sommes, parents ou professeurs. Effectivement, éduquer et adapter le système éducatif en fonction du contexte. Mais quand je t'écoute, en fait, avec toutes ces images, ces métaphores de jungle, j'étais en train de m'imaginer, est-ce qu'il ne faudrait pas finalement créer une forme de Rahui comme on fait à Tahiti pour l'espace maritime, mais de l'espace digital, en impliquant toutes les parties prenantes pour leur dire, OK, comment vous voulez qu'on régule tout ça pour que ça se passe bien pour tout le monde et qu'on préserve un petit peu sur le long terme? Mais c'est comme un peu ce que je te disais au sujet d'une gestion saine, elle n'est pas vendeuse en fait. Donc créer par exemple un Internet vertueux, on va dire, avec des contenus positifs, vérifiés, etc. Je ne suis pas sûre que tu trouves public. Ouais, c'est pas vendeur, quoi. Et malheureusement, l'opinion publique, on le sait, voilà, historiquement, hein, il n'y avait pas besoin d'Internet pour ça. Hein. L'infox, ça commençait dès les débuts de la radio, dès les débuts des journaux, et ça a créé aussi énormément de crises politiques, y compris en France. Donc, voilà, c'est une bonne initiative qui pourrait, voilà, faire preuve de bon exemple, de bon élève pour une saine gestion, une saine utilisation ou une saine récupération, hein, de l'outil Internet et de la dimension virtuelle. Voilà, avis aux amateurs, hein, il y a des incubateurs de start-up. Si la Polynésie doit devenir le fer de lance, go, hein.
Effectivement. Bah, écoute, on espère en tout cas que cette conversation participera à l'éducation justement de chacun pour créer un espace virtuel où on se sente suffisamment bien et qui aidera chacun à y trouver sa place et que justement tous tes travaux et tes enseignements puissent aider là-dedans. Aurélie, merci beaucoup pour le temps que tu nous as donné. Merci d'avoir eu l'occasion d'échanger. Ça est très instructif d'échanger et débattre. Super, bah, écoute, merci bien. Éduquer, éduquer, éduquer. Bien au-delà des impératifs de régulation, qui ont également un rôle à jouer, c'est en s'assurant que les utilisateurs, à savoir nous-mêmes, sont équipés pour utiliser efficacement et de façon pertinente tous ces nouveaux outils, que nous serons en mesure d'évoluer vers ces vies en multiréalité sans que cela ne cause trop de dommages à notre contrat social. Et c'est aussi notre capacité à comprendre les enjeux de ces évolutions qui, comme le précise Aurélie, nous éviteront de tomber d'un côté ou de l'autre de modèles excessifs, pour ne pas dire abusifs, au regard de notre système de valeurs. N'attendons donc pas que cela nous arrive dessus, commençant dès aujourd'hui à développer notre maîtrise du virtuel. Et comme le mentionnait il y a quelques mois Audrey Tang lors de notre discussion avec elle dans notre podcast anglophone Pacific Talks, au-delà de l'information, c'est la compétence et la formation du grand public qui fera la différence. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur l'évolution de nos identités en multiréalité, n'hésite pas à aller voir la newsletter Tehoe sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet www.pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana.